que c'est un polar. Un polar, c'est avec des policiers ou avec des voyous, hein, je crois, voilà. Et donc, si vous voulez, vous parlez de gens qui sont en marge de la société sur ce qu'elle a de plus négatif. Ce sont avant tout des films qui ne sont pas des films blancs, tout simplement, où tout n'est pas gai et où tout n'est pas rose, mais où on baigne dans une humeur assez désespérante, souvent, mais extrêmement humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est la souffrance et c'est les parcours chaotiques et c'est des mecs qui vont vers la mort, quoi, vers le malheur, quoi. J'ai toujours pensé que les spectateurs venaient voir ces films pour aussi voir des destins, des destinées, et donc vivre quelque chose qu'ils n'avaient pas vécu eux, et donc en savoir un peu plus sur eux-mêmes. Voilà. Un polar, c'est toujours ça, c'est toujours ce n'est pas la vie quotidienne, c'est un élément inhabituel qui s'introduit dans la vie quotidienne pour l'accélérer, pour faire pousser les gens un peu à l'extrême dans leur comportement. C'est un témoignage depuis toujours sur l'être humain et sur le contexte dans lequel il vit, quoi. Le jour où l'on m'a confié cette affaire de renouveau du polar français, j'ai eu envie de revoir Série Noire d'Alain Corneau, film culte. Malgré ses 25 ans d'âge, il n'avait rien perdu de son inquiétante noirceur. Bonne intuition pour démarrer cette enquête, car ce film était une référence du genre pour tous ceux que j'allais être amené à rencontrer. Comme toute enquête commence par les photos des suspects, j'en avais réuni un maximum sur mon bureau. En 50 ans, ils étaient nombreux, ceux qui s'étaient intéressés au genre. Tous suspects à un moment ou à un autre. Et parmi eux, beaucoup de grandes signatures, des grands acteurs aussi. Pour analyser les codes du genre, j'avais vite compris qu'il fallait remonter aux années 50-60, l'âge d'or du cinéma policier en France, car ce cinéma-là faisait à nouveau référence aujourd'hui, avec ses gueules inoubliables. Ventura, Gabin, oui Gabin, lui qui avait relancé sa carrière en 54 avec Touchez pas au Grisby de Jacques Becker. Le polar français serait donc revenu aux affaires, lui que l'on disait ranger des voitures depuis près de 20 ans, le moment où les cinéastes avaient délaissé le genre. Je regardais une dernière fois les affiches des films épinglés sur le mur du bureau. Ils étaient tous là, ceux que j'allais interroger, mes suspects, les responsables du retour du polar français dans les salles de cinéma. Tout a commencé boulevard Saint-Germain. Je garais ma moto devant l'entrée des éditions Rivage Noir. Quelque chose me disait que comme le cinéma policier avait très souvent puisé dans la littérature française ou étrangère, le point de vue d'un éditeur pouvait m'être utile. Je retrouvais au passage quelques-uns des grands noms qui installèrent le genre aux États-Unis. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Jim Thompson, William Burnett, sans oublier James Ellroy, bien sûr. En France, les Giovanni, Boudard, le Breton de l'époque avaient laissé la place aux Manchettes, Signac, Deninx dans les années 70-80, puis à Tonino Benacquista ou Fred Vargas aujourd'hui. Celui que j'allais rencontrer en savait long sur toute cette histoire. C'était mon premier témoin. Moi, je suis venu au polar par le cinéma. En fait, j'ai toujours adoré le cinéma. Donc, vers l'âge de 12-13 ans, je voyais les grands genres. Et celui qui me plaisait le plus, c'était les films noirs, les films de gangsters, les films policiers. Et c'était un genre que j'aimais plus que tous les autres, sans doute
Parce que d'abord, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, surtout quand vous êtes tout jeune, on vous apprend que le monde est parfait, quoi. Et que il y a un genre qui vous disait, non, pas du tout. Ce que vous voyez, ça n'est jamais qu'une façade. Et la vérité, elle se trouve derrière la façade. Et puis il y avait aussi la notion de pénétrer un peu dans des mondes troubles et interdits, malfamés, etc. Je trouve que c'est le genre qui reflète le plus le monde. Tel qu'il se passe. Ellroy, il a raison quand aujourd'hui il dit je n'écris plus des romans policiers, j'écris des romans historiques, dit Ellroy. En fait, je veux montrer la véritable histoire de l'Amérique, et la véritable histoire de l'Amérique, c'est l'histoire du crime. Et on le sait. Alors moi, je pense qu'il y a eu une période de transition où les cinéastes, et à juste titre, se sont posé des questions, justement. Quelqu'un comme Corneau, par exemple, il avait bien conscience que de cette usure presque du modèle. C'est pour ça qu'il est allé faire, qu'il a fait Le Cousin, c'est pour ça qu'il a essayé, il cherchait des choses, et aujourd'hui, il a le sentiment il peut y revenir de plein pied, puisqu'il refait le deuxième souffle. Et puis moi j'ai connu, c'est vrai, pas mal de jeunes metteurs en scène aussi qui cherchaient à l'aborder, mais en même temps qui avaient cette espèce de côté un peu, pesant, en disant il faut pas que je tombe dans le stéréotype, il faut que j'apporte ma propre marque, comme l'ont fait des gens comme aux États-Unis, Ferrara, James Gray. Donc je crois qu'il y a un renouveau, en tous les cas, je pense qu'il va être durable, parce que il y a plein de jeunes metteurs en scène qui s'intéressent au genre. Et puis parce que là, c'est vrai qu'il y a un relifting, mais intelligent, du modèle classique avec 36 quai des Orfèvres. Donc vous voyez, ce qui est passionnant toujours avec le polar, c'était comme en littérature, au moment donné où il y avait eu l'explosion de la science-fiction, on disait que le polar était fini, c'est aussi ce que disait Corneau, il ne disparaît jamais, en fait. Il se métamorphose, il pirate, il envahit comme un poison, il est toujours là. Le polar qui s'infiltre partout comme un poison. Film policier, film noir, fantastique, thriller, le genre se décomposait à l'infini. C'était même sa particularité. Je décidai de rencontrer Alain Corneau, le spécialiste du film noir français, le réalisateur de séries noires, du choix des armes. Le polar, c'est son univers de prédilection, son corpus. L'homme n'est heureux que dans le polar, et même s'il a essayé d'autres choses par le passé, il n'a eu qu'une seule envie, y retourner. Il s'attaque aujourd'hui au remake du Deuxième Souffle que Jean-Pierre Melville avait réalisé au milieu des années 60. Et il aura attendu 30 ans pour y parvenir. C'est mon suspect numéro 1. Sous ses airs modestes, c'est peut-être lui, le chef de la bande. Une vraie bande organisée. Il vaudrait mieux, si on parle de polar, donc de cinéma de genre, il vaudrait mieux que ce soit une bande organisée. Pour le moment, mettons que c'est une bande qui aimerait bien s'organiser, mais qui n'est pas encore. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'histoire de ça. C'est-à-dire que le cinéma noir français a toujours été assez présent, même avant-guerre. Faut pas oublier les premiers Simenon, même au temps du muet. Faut pas oublier Duvivier, faut pas oublier Clouzot, faut pas oublier tout ça. Et puis c'est vrai que moi je situe ça il y a une quinzaine d'années, vers les années 85, 90, il y a eu une déshérence. Il y a eu une sorte d'évanouissement du genre. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas fait, mais il y en a eu ponctuellement. Qui tentaient des choses différentes dans des endroits différents avec des styles différents. Alors, depuis 2-3 ans, souffle une espèce de vent optimiste, effectivement, sur le film policier, qui vient uniquement d'une chose, c'est que de la réussite en salle, de la sortie de quelques films. Parce que depuis très longtemps, effectivement, on avait beaucoup de mal à accrocher un polar sur le public français. Et d'ailleurs, on avait toujours ce paradoxe que les films qui marchaient des fois assez médiocrement en salle faisaient des très gros scores à la télévision en prime time. Donc on a toujours eu cette espèce de questionnement, c'est où était le public, où est-il?
En gros, pour résumer, on pouvait dire que les jeunes avaient perdu effectivement le goût du cinéma policier français. Il y a autre chose qui a joué aussi, c'est qu'il a fallu attendre 1 ou 2 générations avant que les cinéastes qui arrivent au cinéma parcourent librement l'histoire du cinéma français, sans œillères, et donc redécouvrent tous ces films noirs français, que ça soit les Duvivier, les Maigret, que ça soit bien sûr Dassin, que ça soit bien sûr Becker, que ça soit Gilles Grangier, etc. C'est un cinéma qui avait été oublié en France. Hein. Alors il a fallu attendre pour que beaucoup de gens jeunes aujourd'hui revoient ces films-là sans avoir cette culture négative et se disent « Ah bah ça c'est bien, ah bah Le désordre de la nuit c'est formidable, ah bah Maigret tend un piège c'est un film formidable ». Et donc ça redonne envie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un cinéma sans passé. Je veux dire, voilà. Or, ce passé était quand même d'une certaine manière assez occulté. Là, il se peut qu'effectivement, grâce encore une fois à quelques films, hein, il se peut qu'il y ait un renouveau. Maintenant, pour le moment, c'est encore assez hypothétique. Et surtout, on ne sait pas du tout dans quelle direction. Voilà. Dans un cinéma national, il doit y avoir des cinémas de genre, dont le cinéma policier qui a toujours été important. Et ça doit être une sorte de, non pas de bloc, hein, mais il faut qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Le cinéma national. Il était temps que je fasse le point des chiffres et de leur réalité. Pour cela, je ne voyais qu'une seule adresse, le Centre national de la cinématographie française. J'avais donc pris rendez-vous avec le directeur du cinéma au CNC. Son point de vue me semblait bien utile pour vérifier l'ampleur du renouveau et les noms des principaux protagonistes de l'affaire. On reçoit en gros 600 scénarios par an. Alors, ce qui est nouveau, c'est que justement, du côté de l'avance sur recette, on a une petite percée du roman policier, du sujet policier. Il y a une nouvelle vague d'auteurs dont on aurait pu soupçonner qu'ils s'illustrent plutôt dans un registre différent, mais qu'on voit être aujourd'hui très accro au polar. Je pense à Frédéric Schendorfer, qui a commencé avec Scène de crime vraiment dans le genre et qui a continué, qui est en train de faire Truand en ce moment. Olivier Marchal, bien sûr, on en a parlé. Jacques Audiard, qui est très, très fidèle aussi à ce genre. Guillaume Niclou, également. Donc, il y a une sensibilité ouverte des nouveaux talents de la réalisation du cinéma français à ce genre. C'est vrai que le polar n'est pas un genre dominant. Je dirais que c'est plutôt qualitativement, on sent qu'on a des œuvres fortes qui arrivent dans ce genre-là et qu'il y a même un véritable travail. Je pense même à une génération qui arrive, par exemple Xavier Beauvois, qui avait travaillé dans des registres très différents. Son intrusion dans le monde policier avec Le Petit Lieutenant est quelque chose d'assez remarqué parce que effectivement, il a une approche très personnelle du sujet et qui a été remarquée par le public d'ailleurs. Donc c'est un événement qui fait date. Je pense aussi à un film qui vient d'être primé à Venise puis à Sundance, qui est 13, Zametti, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Ghela Bablouani. Là aussi, c'est l'exemple d'une première œuvre, pratiquement, qui tout de suite cible le genre policier. C'est un policier qui dérive un peu vers le fantastique, mais ça reste dans la tradition du film policier, du film noir. Et donc, ça montre bien que les jeunes générations sont captivées par ce genre. Il y a en effet des cinéastes qui se confrontent à nouveau au polar. Il y a des films qu'on a un peu oubliés, par exemple Les Mauvais Joueurs ou Mauvais Joueurs, là, qui était vraiment très très intéressant,
qui était plein de qualité. Donc c'est vrai que peut-être pendant certaines années, il y a eu, je sais pas, avant L627, il y a eu un vide qui s'explique, hein. Enfin, qui s'explique peut-être par la timidité des producteurs, par l'époque, par le fait que la télévision a un peu phagocyté le genre. Qui s'est passé avec le policier un peu en France, ce qui s'est passé avec le western aux États-Unis, où le western a disparu non seulement à cause des films de Peckinpah de Leone sur la fin du genre, mais aussi à cause des centaines de séries westerniennes qui inondaient le petit écran. Là, il y a eu, à partir du moment où le polar français a conquis le prime time avec Navarro, il y a eu toute une série de policiers, il y a eu toutes les collections policières initiées par un fou de polar qui était Pierre Grimblat, qui aurait pu se consacrer au cinéma, mais qui a préféré créer la collection Série Noire, où il y a eu d'excellents films qui ont été tournés, souvent d'ailleurs par des metteurs en scène de cinéma, ou voire par de très talentueux metteurs en scène de télé. Donc les spectateurs étaient confrontés à de très nombreux films policiers, peut-être. C'est vrai que cette aventure-là a fait mal au cinéma. J'ai pas de remords, hein, cela dit. Mais c'est vrai que... Parce que le cinéma en a souffert. Il n'avait qu'à réagir. Je pense que aux États-Unis ou ailleurs, tous ceux qui faisaient du cinéma à l'époque se sont démarqués et se sont mis à réagir. En France, on n'a pas réagi. La télévision, on l'accuse de tous les maux, mais en réalité, la grande faiblesse vient du cinéma à cette époque-là, qui n'a pas trouvé à se renouveler. Aujourd'hui, elle va se renouveler. Il va se renouveler, le cinéma, je l'espère. Mais c'est avec 20 ans de décalage, quand même. Je pense qu'il y a aussi des raisons politiques. Je pense qu'il y a la gauche au pouvoir, ça a dû jouer. Le fait que d'un seul coup, où est l'ennemi, soi-disant, pour parler vite, hein, parce que c'est pas tout à fait ça. Le questionnement sur une nouvelle société dont on ne connaît absolument pas l'avenir, et ça c'était prémonitoire de toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, hein, il y avait cette espèce de truc, parce que un cinéma policier qui fonctionne, c'est un cinéma policier qui connaît ses cibles aussi, qui sait comment attaquer, mais à partir du moment où les classes se dissolvent dans la tradition, c'est-à-dire que la chute du mur de Berlin, je dirais presque, a dû participer aussi. Le fait que d'un seul coup, les repères étaient complètement dispersés. Bon, alors maintenant, j'espère que, comme le cinéma est toujours un peu en avance, on a repris un peu notre marque. C'est peut-être pour ça aussi qu'il commence à y avoir des films policiers. Et on recommence à analyser d'une manière très confuse, hein, parce qu'on n'est pas les hommes politiques, ni des philosophes, ni rien de tout ça. Mais on recommence à analyser où peuvent être les points d'appui importants, etc. Où cette espèce de discours sur la sécurité ou l'insécurité qu'on avait oublié, hein, il y a une dizaine d'années, qui devient très prégnant, quasi quotidien, etc., commence à jouer un rôle, ça c'est sûr. Alors ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est que je crois qu'on s'est ingénié, à juste titre, à casser les mythologies, à casser les codes moraux, hein, le code de l'honneur, des choses comme ça. Et je pense que, par contre, il y aurait un besoin aujourd'hui d'y retourner. Je pense qu'il y a une espèce de sentiment comme ça de se dire, mais où sont les personnages auxquels on a envie d'adhérer. Et moi, je me souviens très bien de José Giovanni, qui est quand même un grand maître et de l'écriture et du cinéma, dans ce sens-là, et qui disait toujours, un film policier doit aussi pouvoir faire rêver. Dans ce sens, les personnages doivent être assez grands, peut-être pas tout à fait réalistes d'ailleurs, il le disait lui-même, pour qu'il y ait une part de rêve, et qu'on puisse s'embarquer avec eux dans un domaine qui n'est pas forcément un domaine trop petit, quoi. Voilà. Une part de rêve. Corneau connaît décidément bien son affaire. Lui qui a amené au polar des acteurs comme Montand ou Devers, comme l'avait fait en leur temps Jacques Becker dans son Grisby, Jules Dassin avec son Rififi ou le mythique Jean-Pierre Melville en tournant Le Deuxième Souffle. De véritables radiographies sociales reflétant les années 50-60, les histoires étaient tirées de romans écrits par Albert Simonin, Auguste Le Breton ou José Giovanni. Des pointures. Les films étaient stylisés, brillamment mis en scène, le noir et blanc rajouté à l'épaisseur d'âme des personnages.
puis au début des années 80, le polar se résume à 2 personnages, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Les 2 acteurs jouent les gros bras, tantôt flics, tantôt truands, loin des enquêteurs en demi-teinte à la Simenon ou des gangsters bourgeois d'Albert Simonin. À un moment, je veux dire, Delon est devenu tellement important, et notamment depuis le Samouraï. Et depuis le Samouraï de Melville, il s'est imaginé qu'il pouvait être seul à l'écran. Melville faisait ça très très bien, je veux dire, parce que dans le Samouraï, à part le Canari, je ne crois pas qu'il y ait d'autres acteurs que Delon. Mais Delon a un petit peu, comme Belmondo, un petit peu désherbé le cinéma, a privé tout le cinéma français de toutes ces gueules, justement, de tous ces seconds rôles, ces personnages secondaires qui étaient magnifiques avant et qui étayaient les personnages, qui les renforçaient, qui les soulevaient comme ça au regard et à l'admiration du public. Mais tout seul, on est un petit peu idiot, et je trouvais que ce cinéma-là l'était avec ces 2-là, oui. Je pense qu'il y a eu un moment essoufflement d'un espèce de gabarit qui était calibré, qui était à chaque fois adaptation de Vautrin, dialogue de Michel Audiard autour de... Et Jean-Paul, il faut qu'il fasse ça, et Alain, il faut qu'il fasse ça, et tout. Non, il peut pas faire ça, parce que sinon, son image et tout. Et puis il y a eu d'un seul coup des gens qui sont arrivés avec d'autres histoires qui étaient, et du coup, des personnages différents. Et à partir de ce moment-là, finalement, le public revenait. Qu'est-ce qui se passe avec Les Ripoux? C'est un film qui renouvelle le modèle, justement. C'est plus le marginal, le solitaire, je veille sur vous, c'est Les Ripoux. Même s'ils sont sympathiques, c'est quand même, on le voit, c'est des combines, je me fais offrir à bouffer, le machin et tout. Et pourquoi, là, d'un seul coup, il y avait un besoin d'un retour aux sources? Le scénariste des Ripoux, il est comme Olivier Marchal ou comme Hugues Pagan, qui écrit le scénario sur le film Sur le sac. C'est un ancien flic, et c'est une vision de l'intérieur, et c'est une vision plus documentaire, plus précise. Et dans le film, d'un seul coup, sont dites un certain nombre de choses qui passent mieux parce que c'est sous l'angle de la comédie, mais enfin qui, sur la corruption, est quand même assez incroyable, y compris sur les méthodes. C'est quand même dans Les Ripoux, pour la première fois, je crois, on les voit tabasser un mec avec des bottins parce que ça laisse pas de traces. Ni vu, ni connu. Autrement dit, après les gros bras, à la Delon-Belmondo, voici venu le temps du gros bide, à la Noiret. Loin du code pénal, mais avec la sympathie qu'inspirent les hommes de terrain. Après le succès des Ripoux, le polar revient au cinéma par la petite porte du réalisme et du quotidien. Je voulais en savoir davantage, rencontrer ceux qui avaient abandonné la carrière de flic pour écrire des histoires qui intéressaient le cinéma. J'en avais localisé quelques-uns qui traînaient le soir dans les clubs des Champs-Élysées. Il y a une excitation d'écriture parce que d'un seul coup, on est près de la réalité, on est près de la vérité. Et il faut même aller encore plus loin, je pense. Il faut vraiment aller plus loin pour montrer que le polar, c'est vraiment travailler dans les poubelles de la vie. C'est vraiment aller chercher les choses qui sont sales, les nettoyer, en faire son métier. Voilà, ça c'est le vrai polar. Et je pense qu'il y a une place pour au cinéma, maintenant il y a une véritable place, parce qu'on est dans la fiction, mais aussi on est dans le réalisme. T'as pas fait commissaire? J'aimais trop la rue. Les bars, la nuit. Le gin tonic. Pourquoi t'as fait flic? Bah, je sais pas. À cause des films. En tout cas au début. Et puis c'est plein de surprises.
On sait jamais ce qui va arriver. Et moi, je me voyais pas toute ma vie derrière un bureau. Rêve pas, tu vas en passer des journées derrière un bureau. Quand tu sers un gros, genre Guy Georges, ok, c'est le pied, mais c'est rare. Le petit lieutenant de Beauvoir, bien sûr que c'est un fils naturel, c'est rigolo comme terme d'L627, tout simplement parce que Xavier est allé chercher l'un des flics de ma brigade de l'époque qui a aidé à ce film, et que finalement, bon, ben, on a vécu les mêmes choses. Donc on est là pour faire passer cette émotion, cette dureté, ce regard du flic. C'est pas évident d'accepter, parce que lorsqu'on arrive, qu'on est flic à 20 ans, on se dit, ah, c'est très bien, le bien va être dans le 16e arrondissement, dans les beaux quartiers, et le mal dans les cités. C'est pas vrai du tout. Vous apercevez que tout est très mélangé, et qu'il y a des gens merveilleux dans les cités, et il y a des salopards finis dans les beaux quartiers. Voilà, mais ça, on apprend très vite. Hein, je veux dire, c'est une école de la vie qui est ultra rapide. Ce qui est intéressant, malgré tout, là-dedans, c'est qu'il pointe du doigt un certain nombre de réalités. L627 a attiré l'attention, parfois aux grandes dames d'ailleurs de l'institution, mais sur des problèmes réels. Bon, le petit lieutenant, on le voit aussi à travers plusieurs épisodes, plusieurs scènes du film. Il y a attire l'attention sur des éléments qui sont réels. Un jeune qui débarque dans un service, une femme superbement jouée par Nathalie Baye qui revient après avoir eu des tas de problèmes. On connaît ça, on le connaît bien. Donc c'est bien ficelé, c'est bien foutu, et on est embarqué dans l'histoire. Mais le réalisme qu'il voudrait transmettre est quand même un réalisme un petit peu décalé par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. L'écriture, c'est du feeling, et d'être voyeur, d'avoir été voyeur flic pendant 16 ans, ça aide énormément pour être maintenant voyeur scénariste. Un scénariste, c'est quoi? C'est un voyeur. C'est quelqu'un qui est là en train de piquer à droite à gauche, et écouter dans les cafés des histoires, voir des personnages, voir des gueules, aller faire parler une pute un soir pour discuter. Une prostituée, c'est fantastique. Elle a plein d'histoires qui elle-même va les prendre aux clients qui racontent leur histoire aussi. C'est des transmissions d'histoires comme ça entre clients, prostituées flics et flics sur le grand écran. La différence avec le lambda, c'est qu'un policier a une carte. Et la carte tricolore, elle est exponentielle. Ça autorise des choses. Où le type, le policier, se croit autorisé à faire des choses. Le voyou, il a aussi une carte. C'est la carte de voyou. Il a ses codes. Donc lui, il s'autorise aussi des choses jusqu'à se faire tuer. Il est obligé d'aller très loin pour exercer son métier. Et le policier, s'il veut l'exercer aussi, dans le polar, dans le noir du polar, il est obligé d'aller au bord de l'abîme et s'y précipiter. S'il s'y précipite pas, il n'y a pas d'affaire. Donc il est obligé de tomber. À lui de se relever. Il était 4 heures du matin. Je rentrais chez moi après la fermeture du club. Aucune envie de dormir. J'en profitais pour faire le point sur mon enquête. Les bases étaient posées. Malgré les solides références et les codes précis du genre, le polar se présentait aujourd'hui sous de multiples facettes. Volonté réaliste ou naturaliste pour les uns, tentation mythologique pour les autres. Il était temps pour moi de croiser mes principaux suspects. Les Schendorfer, Niclou, Babluani, entre autres. Toute une bande que j'avais épinglée devant mon bureau. À commencer par celui qui avait mis le feu aux poudres, Olivier Marchal. Son combat à mort entre deux grands flics du 36 avait attiré dans les salles plus de 2 millions de spectateurs.
comme je dis, bon, mes sources d'inspiration, c'était Sergio Leone et Melville, à mon petit niveau à moi, mais c'était de donner avant tout du spectacle aux gens. Maintenant, je pense que les gens attendent ça, oui, le public attend ça, le public... Le public, ce qui a touché le public avec 36, c'est que ils ont redécouvert ce qu'ils aimaient dans les grands polars du cinéma français, dans les grands classiques, et en même temps ils ont trouvé l'American touch, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on avait l'impression de voir un film américain mais avec des Français. Donc c'est pour ça que je pense que le film a marché, et surtout l'émotion. Moi j'ai tout ciblé sur l'émotion. Et c'est vrai qu'il y a eu un public féminin très important. On sait que le public féminin compte beaucoup, parce que c'est les femmes qui amènent leur mari ou leur fiancé au cinéma ou au théâtre. Hein. Enfin voilà, les enquêtes le prouvent. Et qu'il faut toujours penser aux femmes je pense, quand on écrit, qu'on fait des films. Et les femmes, le public féminin, moi j'ai beaucoup parlé avec des femmes dans les salles et tout, qui m'ont dit on a adoré ce film parce que d'abord on a pleuré, et en même temps c'était des flics, mais en même temps c'était des hommes qui nous touchaient, et on a à nouveau fantasmé sur des acteurs français, ce qui nous arrive plus, et sur des personnages, et à nouveau sur les flics. Action! Je t'emmerde, Fritz! Tu m'entends? Fils de pute! Tu m'entends? Quoi? Coupé! Moi, j'ai toujours revendiqué mes sources avec Enrico, Sauté, Melville, bon, le cinéma français qui a fait que moi j'ai eu envie de faire du cinéma et qui a disparu malheureusement. Et donc moi c'est vrai qu'avec Audiard, Audiard a énormément beaucoup plus de talent que moi, je peux me comparer, mais Schoendorfer, on est quand même 3-4 comme ça à faire des films noirs, des films de genre. Donc l'engouement pour les comédiens, évidemment, moi tous les comédiens, moi après 36, énormément de comédiens m'ont appelé. Daniel Auteuil, quand il a vu le film, bon, de toute façon il va jouer dans mon prochain film, j'écris pour lui, donc c'est une très belle rencontre, on est devenus très amis, et il attend que ça, il piaffe d'impatience, quoi. Il veut lire, et bien sûr que seul le polar offre une telle densité et une telle puissance de jeu pour les acteurs. C'est des héros de tragédie, donc on peut se permettre d'aller très loin dans le... Et puis c'est toujours agréable pour un acteur de jouer la souffrance et le malheur. Le lendemain matin, j'enfourchais ma moto pour me rendre dans une salle de montage du centre de Paris. Celui que je devais rencontrer n'en était pas à son coup d'essai. Un premier polar très remarqué à son actif, Scène de crime, l'histoire de deux flics sur la piste d'un serial killer, une histoire très réaliste, juste et renseignée, comme devait l'être celle de son nouveau film, Truand. Après avoir observé le monde des flics, il s'intéressait maintenant à celui des voyous. Le film noir, il y a plein d'ingrédients très cinématographiques. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont menacés. La mort plane autour d'eux. Donc déjà, vous avez toute une tension dramatique qui est là. Et qui fait que ça peut être palpitant, intéressant et tout. C'est aussi, d'une certaine manière, des films politiques, puisque c'est des films qui parlent de leur époque, des préoccupations, des peurs, vous voyez. Donc, que ça vous intéresse ou pas, de toute façon, normalement, c'est dedans. Voilà, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait un film sur les voyous, on fait un film politique sur la société, sur les rapports humains, sur ce que sont devenus les rapports humains et le rapport à l'argent. Alors après, les voyous, ça vous permet de faire un trait plus épais, vous voyez. Mais en même temps, c'est les préoccupations de tout le monde, d'une certaine manière. Et je trouvais en plus très intéressant aujourd'hui de faire un film réaliste sur le grand banditisme, une espèce de photographie, tout en sachant que de toute façon ça reste du cinéma et de la fiction, mais d'essayer d'être le plus réaliste possible. Donc un film assez raide, qui sera interdit aux moins de 16 ans, vous voyez. Quand j'ai commencé à réfléchir à Truand, c'est parce que je me disais, tiens, bon, je vais faire un film sur les voyous. Comme je vais beaucoup me documenter, je vais apprendre quelque chose, si vous voulez. Comme c'était un domaine
que je connaissais un peu, mais un peu comme tout le monde, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de me documenter sur ce sujet-là. Ça a conditionné l'envie de faire un film là-dessus, quoi. Parce que quand vous écrivez un scénario, avec mon co-scénariste, on passe un an là-dessus. Donc, et pendant un an, on écrit, mais aussi on lit beaucoup de choses, on rencontre des gens, enfin bon. Et donc, c'est tout un travail d'imprégnation. Il faut que ça vous intéresse, le milieu dont vous allez parler, quoi. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que je pense que c'est de la très bonne matière pour faire du cinéma. D'une manière générale, moi j'aime bien les films de genre, quels qu'ils soient, parce que y a cette idée que ça va pas empêcher le gars qui fait le film d'être très personnel, mais en même temps il y a le support du genre qui fait que on va peut-être un peu moins s'emmerder que d'habitude, vous voyez, en gros. C'est pour ça que j'aime bien ça. J'enchaînais avec un autre spécialiste du genre, lui aussi en montage de son nouveau film, Le Concile de Pierre, tiré du bouquin de Jean-Christophe Granger, L'homme des rivières pourpres. Mais avant de s'intéresser à cette histoire, le cinéaste avait écrit et tourné des films noirs, très noirs. Ce qui m'intéresse, c'est quand je vois comment Piala traite le film policier avec Police, où le film est extrêmement précis, documenté, extrêmement réaliste par le traitement de certaines séquences, et pourtant, il échappe totalement à un effet de style qui est lié au genre du film policier, parce que le réalisateur s'intéresse autant, voire plus, à l'aspect humain et non pas à l'intrigue en elle-même. Donc on retrouve ça d'ailleurs dans des films un peu atypiques, comme L627 de Tavernier, Série noire d'Alain Corneau. On ne sait pas très bien, quand on parle du film policier, du polar, du film noir, comment on s'y retrouve, quelle est sa part de quelle façon on s'approprie finalement tous ces codes et le phénomène de genre. Moi, le polar, en règle générale, ne m'inspire pas tellement et ne m'intéresse pas tellement. Je trouve amusant le prétexte, c'est-à-dire d'utiliser une procédure scénaristique qui s'apparente à l'enquête pour parler en fait d'autre chose. Je trouve que l'outil, l'ossature même de l'intrigue est assez séduisante pour y installer toute une périphérie d'ambiance et finalement intégrer peut-être un petit peu plus un genre plus large qu'est celui du film noir. Mais encore une fois, le film noir, sous des termes un peu plus nobles que le terme un peu bâtard de polar, et surtout un entonnoir plus large qui permet de traiter finalement de sujets plus larges. Ce qui est dommageable souvent dans le cinéma français, c'est qu'on a tendance à vouloir inscrire les films dans des genres et les genres dans des cases, alors que finalement tout ça est assez trouble. Pour moi, un film noir, c'est avant tout un film triste, où il y a une dominante de désespoir et de mélancolie, et ça touche pas forcément une intrigue policière, ça touche une humeur de film. C'est juste que ce sont souvent dans les événements les plus graves qu'on ressort grandi. Donc j'utilise ce principe d'événement dans la vie. Je pense que c'est dans la douleur et la souffrance finalement qu'on arrive à se surpasser et souvent à dégager quelque chose de beau dans tout ce merdier. Donc je ne suis pas pour la souffrance. Malgré tout, elle nous entoure. Et souvent, elle motive notre regard et notre comportement. La nuit était tombée et j'avais encore un rendez-vous sur ma liste. Un tout jeune cinéaste qui avait réalisé un film au titre étrange, 13 Zametti, un premier film, et il avait raflé pas mal de prix dans les festivals.
Son film était vraiment noir, très violent, dérangeant, à la limite du fantastique. Je me demandais bien quelle tête il pouvait avoir. Pour moi, en fait, le polar, c'était vraiment en fait le côté violent par rapport à mon passé. C'est ce qui était d'où je me sentais les plus proche. D'où en fait le premier film un peu dur. Donc, le rapport en fait avec la violence qui était assez important pour moi. Moi, j'ai grandi en Géorgie, j'avais 17 ans quand je suis arrivé en France. Donc en fait, j'ai grandi pendant une période assez délicate. C'était vraiment le passage du communisme vers un capitalisme complètement inconnu. Et ce qui a provoqué pas mal de guerres en fait dans le pays à l'époque, d'où en fait la violence était un peu dans l'air du temps. Donc c'était quelque chose avec quoi j'ai vraiment fait un rapport en direct et je savais vraiment en fait de quoi je parlais, c'est-à-dire que je savais en fait je connaissais le sujet quoi en fait voilà. Quand je te regarde, je sens l'odeur du sang. S'il ne tire pas, nous on descend et vous avez une amende. Qu'est-ce que t'attends? Tire! Tire! J'ai pas réussi, j'y suis pas arrivé. Je voulais pas prendre des faits réels et associer en fait la violence humaine et la manipulation humaine à quelque chose de bien précis. Parce que je pense qu'en fait dans tous les domaines, dans le quotidien, on a cette présence en fait de cette violence psychologique en fait qui est aussi due aussi en fait à des sociétés d'élimination, parce qu'on vit quand même dans des sociétés en fait où on est presque obligé d'éliminer les autres. Évidemment, c'est pas dans les situations aussi extrêmes que dans le film. C'est que je trouve qu'en fait la mort dans nos médias, ou ça soit dans le cinéma, je trouve que c'est un peu banalisé. Il y a un côté très très facile de la mort, c'est-à-dire on s'habitue à la mort, on montre comme si rien n'était en réalité. Il n'y a pas vraiment en fait une réflexion et en fait il n'y a pas un coup de poing avec la mort, c'est-à-dire que la mort ne nous étonne plus aujourd'hui sur les images. Donc je sais que pour moi, les buts, c'était aussi en fait d'essayer de montrer les vrais visages de la mort, de savoir réellement à quoi on est confronté, à quoi on a affaire. Je pense qu'en fait un polar en France, c'est quelque chose qui est assez délicat. Je pense que c'était un genre qui était très très bien utilisé jusqu'aux années 80. Et après, c'est devenu un peu compliqué. C'est devenu un peu compliqué parce qu'en fait, il y a les codes de société qui sont tellement présents qu'en fait de créer des choses, en fait, d'inventer des polars aujourd'hui, ça devient un peu pas très crédible en tout cas. Quand on voit en fait des films aux États-Unis, des polars, etc., on y croit plus parce qu'en fait il y a une marge de liberté dans la société de ce côté-là, dans la folie ou dans ce que vous voulez. En fait, il y a un côté, c'est-à-dire la violence, elle est beaucoup plus présente ailleurs qu'en France. En France, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est comment je dirais, en fait, c'est plutôt assez repoussé déjà en fait dans l'esprit des gens. C'est le cas partout, sauf qu'il y a des pays, je pense qu'en fait où ça fait plus partie du quotidien qu'en France. C'est vraiment le critère de la réussite pour un film. Si on approche les films artistiquement, c'est plutôt tous des films réussis. Hein. Je crois que ça tient au fait que c'était une entreprise pas facile, que les réalisateurs avaient un véritable souci de renouvellement du genre, donc d'explorer des voies un petit peu différentes, et que cet effort est récompensé par des œuvres qui se tiennent, qui ont une vraie densité. Aussi un travail sur la distribution des films, les acteurs, je pense qui a donné un vrai plaisir à certains d'entre eux, hein, de renouer avec un genre qui est une grande tradition du cinéma français. Donc tout ça donne un cocktail très positif. Moi je dois dire que la plupart des films policiers que j'ai vus ces dernières années m'ont captivé, hein, donc je n'en placerai pas un à côté d'un autre, avec un petit faible effectivement
pour ceux d'Audiard, parce que je trouve que quand on voit la liste de ces films, il y a un vrai travail de logique et de continuité hein, dans la recherche sur ce genre, hein, et le goût de la perfection aussi. Et puis, il y avait une belle résonance avec un polar des années 70, un polar américain, Fingers de James Toback. Et quand on compare les deux films, ce qu'il a fait est très très différent, hein, fondamentalement différent, mais il y a un même esprit hein, de film policier qui anime les deux œuvres. Ça, c'est assez beau. Parce que tu fais du piano, que t'es à côté de tes pompes, c'est ça? Arrête alors, arrête tout de suite. Hein. Je suis pas à côté de mes pompes. Je suis pas à côté de mes pompes, mec. Justement, je m'éclate, je me sens super bien. T'as rien compris? C'est un truc qui est important pour moi, j'essaie de le faire sérieusement. Ouais. C'est génial. Tu vas gagner de l'argent là avec les pianos? Mais pas les pianos, putain, du piano. C'est pas du commerce. Je te parle d'un truc artistique, tu me parles de thunes là. Et nous, ça va nous rapporter quoi? Tu vas faire genre, j'arrive, je suis plus relax au rendez-vous, c'est ça? Salut les mecs, j'ai fait du piano. Bah moi, je vais me mettre au banjo, tiens. En fait, ça te dépasse. Mais non, 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 ça me dépasse pas du tout, tu vois. Tu fais ce que tu veux le soir, tu te distrais comme tu veux, voilà. Moi, je fais des maquettes, des trucs en balsa avec les enfants. Ça m'empêche pas d'être à l'heure au rencard. Mais c'est même pas pour les rencards que je te dis ça. C'est parce que je te sens pas, t'es pas sur le coup, c'est tout. Débrouille-toi pour être dans le coup, après tu fais ce que tu veux. Tu collectionnes des figurines Panini, là, des trucs de footballeurs, tu fais du piano, on s'en fout. Ton père, t'as dit à ton père ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça l'éclate. Ah ouais, ça l'éclate. En fouillant sur mon bureau, je retrouvais la photo de Jacques Audiard. Le cinéaste n'avait tourné que des films noirs depuis le début. Il était difficile à rencontrer, secret, mystérieux. Et il le resterait pour moi aussi. D'ailleurs, il y avait un autre réalisateur, tout aussi discret, et qui lui aussi ne s'était consacré qu'aux films noirs depuis ses débuts. Un indépendant, peu connu du grand public. Je le retrouvais donc quelques jours plus tard dans sa tanière, à l'écart des grouillements médiatiques. C'était le dernier sur ma liste. Parce que s'il a une place aussi importante, c'est qu'il doit marcher avec eux de temps à autre. Tu devrais penser à aller t'installer ailleurs. Ouvre tout doucement. Qu'est-ce que tu me veux? Du fric? L'argent? Moi, je pense qu'il y a une espèce de retour au polar de façon générale. D'abord parce que les Américains, ils n'arrêtent pas d'en faire. Et puis parce que pendant une période, on parle de la tradition française du polar qui était quelque chose de plus réaliste, mais on a exploré plus les phénomènes de société dans le polar américain pendant la même période. Et je crois que le film dont vous parliez, de Battre mon cœur s'est arrêté, c'est aussi une espèce de... Il revisite un film américain. Moi, je pense qu'on a besoin de parler des gens en les mettant dans des situations variées, et que, bon, la comédie, c'est sûrement quelque chose d'apaisant et se fait de plus en plus parce que nos financiers principaux sont les chaînes de télé. Et que pour la télévision, la comédie, il semblerait que ce soit quelque chose de très important. Mais je crois que dans la vie des gens, tout ce qui relate, tout ce qui reflète, tout ce qui renvoie à des problématiques qui les touchent, c'est ce qui devient plus urgent et plus immédiat. Et ce qui fonctionne le plus, à mon avis, dans le futur, dans le cinéma, ce sera ça. Donc le retour au polar, oui, pour ça. J'ai sûrement fait une connerie en me débarrassant des petits cailloux. Je suis pas le seul à en faire, là. Bah, c'est dit, j'ai dit au fourgue que j'étais pas dans le coup, mais c'est pas un enfant de cœur. Il va quand même pas te balancer aux flics, non? Si les flics le serrent de trop, il peut très bien me balancer. Parce que s'il a une place aussi importante, c'est qu'il doit marcher avec eux de temps à autre.
Tu devrais penser à aller t'installer ailleurs. C'est vrai que le mode comportemental de personnage d'Eddie Mitchell et de personnage de Sally Amor, ça a strictement rien à voir. Le personnage de Sally Amor, ça pourrait être carrément un personnage immoral. Moi, j'ai des gens qui ont participé, par exemple, au niveau de financement ou d'aide dans ce film, qui étaient quand même choqués en disant, enfin, c'est quand même pas très moral le film, parce que c'est quelqu'un qui tue, qui est efficace, qui a une certaine mentalité. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'autre. Mais entre les deux, la différence, c'est 20-30 ans. Et 20-30 ans, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est une différence réelle. Moi, je parle d'un monde qui s'accélère. Je parle d'un monde qui s'accélère. Et la juxtaposition de ces deux personnages et de leurs différences, effectivement, c'était un des thèmes importants du film pour moi. Moi, mon film, il répond plus à ça, il répond plus à cette génération, quoi. Si Sauté était toujours vivant, il répond plus à Corneau, je l'ai dit dans mes interviews, c'est un hommage à Melville, à Corneau, bon, à Police Python, au choix des armes, donc voilà, moi je suis très, très imbibé de l'univers de Corneau, il le sait, Alain, donc on se connaissait pas, on s'est rencontrés après mon film, moi je suis très heureux qu'il revienne au polar, parce que il est fait pour ça, Alain Corneau, quoi. C'est là où il excelle, quoi. Et il a quand même marqué le choix des armes. Quand on le revoit, c'est un regard sur la banlieue à l'époque, sur le changement des mentalités. C'était un film précurseur de tout ce qui est arrivé dans les 20 années à suivre. Je pense qu'on va avoir besoin maintenant, effectivement, de redire attention, les choses ne sont pas simples, ce qui est la base du cinéma policier. Donc arrêtons avec ces histoires qu'il suffit d'eux, il suffit d'eux, il suffit d'eux, c'est pas vrai. Et regardons aussi où est la corruption au plus haut niveau. Ça, c'est très, très important, parce que Dieu sait si en France, on étouffe quand même pas mal de choses là-dessus. Donc, le cinéma policier est toujours assez corrosif là-dessus. Et en même temps, montrez-nous des gens qui auraient la pureté chevillée au corps d'une certaine manière. Voilà. Hein. Montrez-nous James Cagney, même s'il est... montrez-nous même Bogart, montrez-nous même Gabin à certains moments, montrez-nous Lino Ventura d'aujourd'hui. Voilà. Romain Duris en nouveau James Cagney, Eddie Mitchell sur les traces de Jean Gabin, Daniel Auteuil sur celles de Lino Ventura. C'est par les personnages et non plus par leurs histoires que se renouvelle le polar d'aujourd'hui. Des personnages forts, du petit truand au grand patron du 36, porteurs de valeurs universelles auxquelles le public peut adhérer. Je pouvais refermer mon dossier, il confirmait les faits. Le genre policier était bien de retour dans les salles françaises. Comme Alain Corneau, j'espérais que cette petite bande grossisse au fil des mois et des années, et que grâce à une nouvelle génération d'acteurs, le genre redevienne vraiment collectif. Mais il faut qu'il y ait, quelque part qu'il soit nourri. Ils peuvent par quelque chose, par une vision du monde, et surtout qu'il n'essaye pas de décalquer des codes. Je crois que l'avenir du polar, il reste encore une fois social, il doit être social, et il doit tenir compte aujourd'hui des évolutions de la société. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle jeunesse, très différente des jeunesses des générations antérieures, et c'est cette jeunesse-là qui doit apporter les éléments nouveaux du polar. Ce qui est certain, c'est que la spirale de l'échec qu'on avait constatée dans les années 90 est plutôt derrière nous, et qu'au contraire, il y a quelque chose qui se reconstruit actuellement avec le public. Bref, l'affaire était loin d'être classée.